Oseriez-vous vous plonger dans une baignoire pleine de pétrole si quelqu'un disait que cela pouvait guérir des maladies? Croyez-vous qu'un des pays musulmans abrite certaines des femmes les plus ouvertes et modernes de la région? Et comment qualifieriez-vous un pays situé entre l'Europe et l'Asie, s'il se trouve exactement au milieu des deux? Tout cela décrit l'Azerbaïdjan. Une terre où presque tout ce que vous pensez savoir pourrait être faux. Aujourd'hui, rejoignez Terre d'origine pour explorer l'un des pays les plus uniques de la région du Caucase. Numéro 1. La ville du vent et le froid glacial. Croyez-vous qu'un simple coup de vent puisse renverser une voiture en pleine rue? Si cela se produisait là où vous vivez, cela deviendrait probablement une nouvelle sensationnelle. Mais dans la capitale Bakou de l'Azerbaïdjan, c'est l'un des risques auxquels les habitants sont habitués. On pense que le nom Bakou vient d'une expression persane signifiant la ville des vents, et ce n'est pas une exagération. Située sur une péninsule, s'avançant dans la mer Caspienne, cette ville subit toute l'année deux courants d'air totalement opposés. D'un côté, le vent Khazri glacial souffle du nord à travers la mer. De l'autre, le vent Gilavar chaud et sec provient du sud. Lorsque les deux se renforcent, Bakou se transforme presque en un gigantesque tunnel à vent. Il y a des jours où la force du vent est telle que les piétons doivent se courber pour avancer. La circulation est perturbée. Les activités en plein air doivent être suspendues. Il a même été enregistré des rafales suffisamment puissantes pour renverser des voitures, laissant de nombreux touristes qui découvrent la ville pour la première fois stupéfaits. Mais si vous pensez que le vent est le plus grand défi de l'Azerbaïdjan, ce n'est que le début. En quittant Bakou pour vous enfoncer dans la chaîne du Caucase, vous arriverez dans des villages anciens comme Kinalig ou Lahij, où la nature met l'homme à l'épreuve d'une manière totalement différente. Chaque hiver, la neige recouvre les cols, coupant presque toutes les routes reliant au monde extérieur pendant plusieurs mois. Avant l'arrivée de la neige, les habitants doivent stocker nourriture, carburant et toutes les fournitures nécessaires, car une fois l'hiver installé, ils n'ont guère d'autre choix que de compter sur eux-mêmes. Mais même lorsque la neige fond, la vie ne devient pas plus facile. Quelques mois plus tard, de nombreuses régions de l'Azerbaïdjan entrent dans l'été avec des températures pouvant dépasser 40 degrés Celsius. En une seule année, les habitants doivent s'adapter à un écart de température extrême entre l'hiver glacial et l'été étouffant. Cependant, la nature de l'Azerbaïdjan n'apporte pas seulement des défis. Sous le sol de ce pays se trouvent des gisements de pétrole qui ont changé l'histoire de la nation, faisant de Bakou l'un des premiers centres d'extraction pétrolière au monde. Étrangement, les Azerbaïdjanais n'utilisent pas seulement le pétrole pour construire leur économie. Pendant des siècles, ils ont également cru que cette ressource pouvait guérir le corps humain. Avant de continuer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est maintenant. Nous aimerions savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Numéro 2. L'endroit où le pétrole est utilisé pour soigner. Oseriez-vous vous plonger dans une baignoire remplie de pétrole brut si quelqu'un vous disait que cela pourrait soulager la douleur et améliorer votre santé? Cela ressemble plus à un défi dangereux qu'à une thérapie médicale. Pourtant, dans la ville de Naftalan en Azerbaïdjan, des milliers de personnes continuent d'y affluer chaque année, choisissant de s'immerger dans des cuves de pétrole noir épais plutôt que dans de l'eau. Mais pourquoi les gens ont-ils eu l'idée de se baigner dans du pétrole dès le départ? L'histoire remonte à l'époque de la route de la soie. Un marchand avait été contraint de laisser derrière lui un chameau malade, croyant qu'il ne pourrait pas poursuivre le voyage. Quelques semaines plus tard, en revenant, il fut stupéfait de découvrir que l'animal était toujours en vie et avait récupéré après avoir passé plusieurs jours dans des flaques de pétrole naturel de la région de Naftalan. Personne ne sait à quel point cette histoire est exacte, mais elle s'est rapidement répandue parmi les caravanes de marchands, transformant peu à peu cet endroit en une terre réputée pour ses propriétés curatives. Des siècles plus tard, cette légende n'a pas disparu, mais a pris une toute autre ampleur. Pendant l'ère soviétique, Naftalan est devenue une station de traitement célèbre, attirant des dizaines de milliers de personnes de toute l'Union soviétique, désireuses d'expérimenter une thérapie avec ce que les habitants appellent l'or noir. Si c'est la première fois que vous voyez cette méthode, vous pourriez penser que les patients doivent rester des heures dans le pétrole. Mais la réalité est tout autre.
Ce type de pétrole est chauffé juste au-dessus de la température corporelle avant que le patient ne s'immerge pendant environ 10 minutes. Une couche de pétrole épais recouvre tout le corps puis est rapidement rincée à la fin du traitement. Le temps est strictement contrôlé car une immersion trop longue peut avoir des effets indésirables sur la santé. Alors, est-ce que cela fonctionne vraiment ? En réalité, ce pétrole contient une très forte concentration d'hydrocarbures naphthéniques et très peu de composés inflammables. C'est pourquoi il peut aider à améliorer certaines affections cutanées, les douleurs articulaires et certaines inflammations chroniques. À ce jour, la communauté scientifique reste prudente. Certaines études ont noté des effets bénéfiques pour certaines pathologies, mais les preuves disponibles ne suffisent pas à considérer cela comme une méthode de guérison complète. Néanmoins, cela n'empêche pas des milliers de personnes de continuer à se rendre à Naftalan chaque année pour vivre par elles-mêmes l'une des thérapies les plus étranges que l'on puisse rencontrer dans le monde. Beaucoup plaisantent même en disant que le secret de beauté des femmes azerbaïdjanaises se trouve dans les cuves de pétrole de Naftalan. Mais est-ce vraiment le cas ? Explorons cela dans la suite. Numéro 3. Quel pays produit les plus belles femmes d'Asie et d'Europe ? Situé à la croisée de l'Europe et de l'Asie, ce pays a été pendant des milliers d'années un carrefour essentiel sur la route de la soie. Des caravanes de marchands venus de Perse, du Caucase, d'Anatolie et des terres slaves n'apportaient pas seulement de la soie, des épices ou de l'or, mais laissaient aussi leur empreinte sur les habitants de cette région. Ainsi, la beauté des femmes azerbaïdjanaises ne semble appartenir à aucune ethnie en particulier. Elles possèdent souvent des cheveux noirs ou bruns foncés, une peau couleur blé, des sourcils bien dessinés et des yeux profonds et expressifs. Parfois, vous croiserez des yeux verts éclatants, vestiges d'un héritage slave transmis à travers les générations. Cependant, ce qui marque le plus les visiteurs n'est pas tant le visage, mais plutôt le charisme. Contrairement à de nombreux endroits dans le monde, les femmes azerbaïdjanaises ne cherchent que rarement à attirer l'attention par des tenues audacieuses ou des manières ostentatoires. Elles avancent lentement, le dos droit, le regard serein, dégageant une confiance en soi très naturelle. C'est un charme qui vous pousse à jeter un second regard, mais qui est difficile à expliquer. Cette tranquillité se reflète également dans leur manière de s'habiller. En flânant dans les rues de Bakou, vous verrez rarement des femmes en short ou en jupe trop courte. À la place, elles portent des jeans longs, des jupes longues, des vestes légères ou des tenues soigneusement assorties. De nombreux designs intègrent habilement des motifs traditionnels tels que des flammes ou des gouttes d'eau, transformant l'histoire nationale en une partie de la mode contemporaine. Et cette subtilité ne s'arrête pas à l'apparence. Dans leurs interactions, les femmes azerbaïdjanaises expriment rarement leurs émotions de manière bruyante. Au lieu de compliments directs, elles communiquent souvent par le regard, les gestes et les silences. Pour elles, l'attrait ne provient pas d'une tentative d'attirer l'attention, mais de la dignité, de la mesure et de l'intellect. Avec de plus en plus de femmes ayant accès à l'éducation, au travail et à l'autonomie économique, des conceptions autrefois considérées comme acquises commencent également à évoluer. Ces dernières années, le taux de divorce en Azerbaïdjan, en particulier dans des villes comme Bakou, a tendance à augmenter. De plus en plus de jeunes choisissent de mettre fin à un mariage qu'ils jugent inadapté plutôt que de le maintenir simplement sous la pression de la famille ou de la communauté. Bien sûr, cette décision n'est pas facile. Dans de nombreuses régions en dehors des grandes villes, les femmes divorcées peuvent encore faire face à des regards méfiants et à de nombreux préjugés. Mais parallèlement, de plus en plus de femmes choisissent de recommencer leur vie grâce à leur travail, leur savoir et leur capacité à être indépendantes. Mais pourquoi les femmes azerbaïdjanaises peuvent-elles s'habiller de manière moderne, à travailler, s'engager en politique et profiter de la vie de manière très européenne, alors que presque toute la population de ce pays est musulmane? Si vous pensez que l'Azerbaïdjan ressemble au pays du Moyen-Orient que vous avez vu à la télévision, vous devrez probablement revoir votre opinion. Numéro 4. Les pays islamiques défient tous les préjugés. Bien que 95 à 97% de la population soit musulmane, l'Azerbaïdjan est considéré comme l'un des pays les plus laïques du monde musulman. Pour comprendre pourquoi, il suffit de sortir dans les rues de la capitale Bakou. Au lieu de voir des rangées de boutiques traditionnelles ou des images religieuses omniprésentes, la première chose que vous remarquerez, ce sont des cafés en plein air, bondés de clients,
des galeries d'art, des boutiques de mode moderne, et des rues empreintes d'une forte influence européenne. Les femmes se promènent avec assurance en jeans, jupes courtes ou top à bretelles. Le foulard traditionnel est assez rare et il est même plus courant de croiser des touristes venus de pays arabes portant un foulard que des femmes azerbaïdjanaises. Alors pourquoi cela se produit-il dans un pays où presque toute la population est musulmane? La réponse réside dans l'histoire. Pendant près de 70 ans sous l'Union soviétique, les activités religieuses étaient contrôlées et considérablement restreintes. Au fil du temps, cela a donné naissance à une société où la religion est devenue un choix personnel plutôt qu'une partie obligatoire de la vie publique. Aujourd'hui, la constitution de l'Azerbaïdjan ne reconnaît aucune religion officielle. L'État et la religion sont clairement séparés et la foi est considérée comme un droit individuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que la laïcité de la société ne signifie pas que les gens abandonnent leur foi. Bakou compte aujourd'hui plus de 2,5 millions d'habitants, mais il n'y a qu'environ 20 mosquées. Au lieu de laisser la religion s'immiscer dans toutes les activités quotidiennes, les gens choisissent d'exprimer leur foi de manière plus discrète, tandis que la société fonctionne principalement sur des valeurs civiles et des règles de conduite interpersonnelle. C'est peut-être aussi pour cela que l'Azerbaïdjan est devenu l'un des pays pionniers en matière de droits des femmes dans le monde musulman. Dès 1918, l'Azerbaïdjan est devenu le premier pays musulman à accorder le droit de vote aux femmes, 2 ans avant les États-Unis. Aujourd'hui, les femmes peuvent étudier, travailler, participer à la politique et occuper de nombreux postes de direction importants. Même dans les petites choses de la vie quotidienne, ce respect est facilement perceptible lorsque de nombreux hommes cèdent leur siège dans les transports en commun sans qu'aucune demande ne soit faite. C'est peut-être cela qui rend l'Azerbaïdjan unique. Ce n'est pas un pays qui abandonne son identité musulmane, mais un endroit qui a trouvé comment faire coexister tradition et mode de vie moderne. Sur cette terre située entre l'Orient et l'Europe, ces deux mondes apparemment opposés s'harmonisent de manière très naturelle. Alors pourquoi l'Azerbaïdjan a-t-il suivi un chemin aussi distinct? Une partie de la réponse réside dans la position géographique unique de ce pays. Numéro 5. Un pays situé entre deux mondes. Si l'on se fie uniquement à la carte, l'Azerbaïdjan est l'un des pays les plus difficiles à définir au monde. Fait-il partie de l'Europe ou de l'Asie? La réponse est les deux, mais sans appartenir complètement à l'un ou l'autre. Situé à la croisée de l'Europe de l'Est et de l'Asie de l'Ouest, l'Azerbaïdjan partage ses frontières avec la Russie, la Géorgie, l'Arménie, la Turquie, l'Iran et donne sur la vaste mer Caspienne. Pendant des milliers d'années, presque tous les groupes cherchant à traverser d'Asie en Europe ou vice-versa ont dû passer par cette terre. Mais cette position ne change pas seulement la carte. Elle transforme également la nature. Sur une superficie de plus de 86 000 km², l'Azerbaïdjan possède 9 des 11 zones climatiques de la Terre. En un seul voyage, vous pouvez quitter des régions semi-désertiques arides, traverser des forêts subtropicales luxuriantes, et quelques heures plus tard, vous vous retrouvez au milieu de sommets enneigés. Et c'est cette diversité qui a attiré les voyageurs sur la route de la soie pendant des milliers d'années. Ils n'apportaient pas seulement de la soie, des épices ou de l'or. Ils apportaient aussi des langues, des religions, de l'architecture et des modes de vie. Des empires perses et ottomans à l'empire russe et à l'Union soviétique, chaque civilisation a laissé sa marque sur cette terre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aucune civilisation n'a réussi à remplacer complètement la précédente. Au lieu de cela, l'Azerbaïdjan est devenu un lieu où tout coexiste. C'est pourquoi aujourd'hui, les Azerbaïdjanais parlent une langue de la famille turque étroitement liée au turc, au point que les deux pays se qualifient souvent de « une nation, deux États ». Cependant, le russe reste très présent dans les affaires et chez les générations plus âgées comme un vestige de l'époque soviétique. Et si vous souhaitez voir toutes ces couches d'histoire coexister dans un même cadre, il vous suffit de vous rendre à Bakou. Quelques minutes de marche suffisent à transformer complètement le paysage. D'un côté, Ishericheher, avec ses ruelles pavées, la tour de la Vierge et le palais des Shirvanshahs, qui existe depuis des siècles. Non loin de là, le centre culturel Heydar Aliyev,
avec ses courbes blanches douces et les 3 Flame Towers illuminés par des LED, donnent à la ville un air de film de science-fiction. À la fin du XIXe siècle, l'explosion de l'industrie pétrolière a propulsé Bakou parmi les villes les plus riches de la région, lui valant le surnom de Paris de l'Est. Aujourd'hui, beaucoup comparent cet endroit à Dubaï, au bord de la mer Caspienne. Mais peut-être que ces deux appellations ne sont pas tout à fait justes. Car Bakou ne cherche pas à devenir Paris ou Dubaï. C'est simplement un lieu où l'Europe et l'Asie, le passé et l'avenir coexistent sur une même terre. Et cela se manifeste non seulement dans la culture ou l'architecture, mais aussi sur chaque table. Numéro 6. L'harmonie de 3 cuisines sur une même table. Situé entre la mer Caspienne, la chaîne du Caucase et des plaines fertiles, ce pays ressemble à un carrefour où de nombreuses civilisations se rencontrent. Le poisson est pêché dans la mer. Caspienne, la viande d'agneau provient des montagnes, tandis que les céréales, les fruits secs et une multitude d'herbes locales se retrouvent sur la table. Fait intéressant, au lieu de couvrir les plats de nombreuses épices comme le font de nombreux pays voisins, les Azerbaïdjanais adoptent une approche inverse. Ils croient que si les ingrédients sont suffisamment savoureux, il n'est pas nécessaire de les masquer avec trop de saveurs différentes. Et aucun plat n'illustre mieux cette philosophie que le plov, un plat de riz, considéré comme l'âme de la cuisine azerbaïdjanaise. Ce pays possède plus de 40 façons de préparer le plov. Le riz est cuit avec des pistils de safran, de la viande d'agneau ou de poulet, des châtaignes, des fruits secs et des herbes, créant un arôme très distinctif. Mais la version qui surprend le plus de nombreux visiteurs est le cha plov. L'ensemble du riz est enveloppé dans une fine couche de pâte, puis cuit au four jusqu'à obtenir une belle couleur dorée semblable à un énorme gâteau. Ce n'est qu'une fois que la croûte est coupée que la chaleur et l'arôme de la garniture à l'intérieur se répandent. Si le plov est un plat pour les grandes occasions, le dolma est une saveur familière à chaque repas en famille. De la viande d'agneau ou de bœuf est mélangée avec du riz, de la menthe, de l'aneth et de la cannelle, puis soigneusement enroulée dans des feuilles de vigne. Une autre version au nom très intéressant est appelée 3 sœurs, où des aubergines, des tomates et des poivrons sont farcis de viande. À côté, il y a le koutab, une sorte de crêpe avec une variété de garnitures, allant de l'agneau, du fromage, de la courge, jusqu'aux épinards, souvent servi avec du yaourt salé pour équilibrer les saveurs. Mais si vous pensez que c'est tout, les viandes grillées sont vraiment ce qui laisse le plus de souvenirs aux visiteurs après leur départ d'Azerbaïdjan. Le lula kebab, le shashlik, ou les côtes d'agneau lentement grillées sur des braises de bois de vigne, créent une odeur de fumée très caractéristique que peu de combustibles peuvent remplacer. Dans la vieille ville de Sheki, les habitants ont une manière de manger qui surprend souvent les visiteurs. Avec le plat piti, ils ne mangent pas tout en même temps. D'abord, le bouillon est versé sur le pain pour être dégusté séparément. Ensuite, la viande d'agneau et les pois chiches restants sont écrasés pour créer un deuxième plat. À partir d'une petite casserole en terre cuite, ils créent 2 expériences totalement différentes. Si vous aimez essayer des plats plus insolites, oseriez-vous manger un type de ravioli si petit que des dizaines d'entre eux peuvent tenir dans une seule cuillère? C'est le dushbara. Ou encore, plus audacieux, le kash, une soupe mijotée à partir de têtes, de pattes et d'organes de bœuf ou d'agneau pendant de nombreuses heures. Pour de nombreux visiteurs, son goût est un véritable défi. Mais pour les Azerbaïdjanais, c'est l'un des plats les plus célèbres pour soulager les effets de l'alcool. Cependant, ce qui reste gravé dans la mémoire de nombreux visiteurs après leur départ d'Azerbaïdjan n'est pas un plat, mais une tasse de thé. En Azerbaïdjan, presque toutes les rencontres commencent par du thé noir servi dans des verres armoudus en forme de poire. La taille cintrée aide à garder le thé chaud, tandis que l'ouverture refroidit rapidement pour pouvoir être tenue à la main. Fait intéressant, ils mettent rarement du sucre directement dans le thé. À la place, les Azerbaïdjanais mordent un morceau de confiture de fruits de pâtisserie, de bonbons gélifiés ou de baklava, puis prennent une gorgée de thé pour que la douceur se dissolve lentement dans leur bouche. Pour eux, une tasse de thé n'est pas seulement une boisson, c'est une salutation, un signe de respect, et aussi un signal que la conversation vient de commencer. Et c'est peut-être cela qui rend la cuisine azerbaïdjanaise si spéciale.
Elle ne raconte pas seulement ce que les gens mangent ici, mais aussi le parcours de milliers d'années d'une terre située entre l'Europe et l'Asie, où chaque plat porte les traces des civilisations qui l'ont traversé. Mais ce parcours millénaire ne se reflète pas seulement dans chaque repas, mais aussi dans les tapis que chaque maison possède. Numéro 7. Le livre des chroniques en laine. Cela peut sembler incroyable, mais en Azerbaïdjan, on croit que chaque tapis n'est pas seulement un objet de décoration. C'est la mémoire de plusieurs générations, l'empreinte de chaque région et une partie de l'âme de tout un peuple. Les Azerbaïdjanais ont même une métaphore très particulière. Ils appellent leur tapis des livres sur lesquels on peut marcher. Mais pourquoi un tapis est-il considéré comme un livre? Car, depuis des siècles, lorsque l'écriture n'était pas encore répandue, les habitants de cette région racontaient leur histoire avec des fils de laine plutôt qu'avec de l'encre. Chaque couleur, chaque symbole et chaque motif préservent les origines, les croyances et les choses qu'ils souhaitent transmettre à leurs descendants. Au lieu d'écrire l'histoire sur du papier, ils tissent l'histoire dans chaque tapis. Et tout comme un livre est composé de milliers de lettres, chaque nœud, sur un tapis, est semblable à un mot dans une langue sans parole. Ce qui est incroyable, c'est que les tisserands n'ont pas besoin de dessins ou de modèles. Tous les motifs sont mémorisés dans leur esprit et tissés entièrement à la main, un travail qui peut durer de quelques mois à plus d'1 an. Rien qu'en regardant les couleurs et les motifs des collectionneurs expérimentés, peuvent immédiatement reconnaître d'où provient un tapis en Azerbaïdjan. Mais ce qui rend cette tradition spéciale ne réside pas dans la technique de tissage. Elle se trouve dans les personnes qui l'ont préservé. Alors que l'histoire se souvient souvent des noms des rois ou des conquérants en Azerbaïdjan, ce sont les femmes qui gardent silencieusement la mémoire de tout un peuple. De mère en fille, elles transmettent chaque technique de tissage, chaque symbole et chaque histoire, de sorte que chaque petit nœud devienne un morceau du patrimoine national. C'est peut-être pour cette raison qu'en 2010, l'art du tissage traditionnel des tapis a été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce que le monde reconnaît, ce n'est pas seulement la beauté des tapis, mais aussi une tradition qui a préservé l'histoire d'un peuple pendant des centaines d'années, simplement à travers des fils entrelacés. Et à partir de ces tables, ces tapis révèlent l'image d'une terre de flammes qui existe depuis des milliers d'années. Numéro 8. L'Azerbaïdjan, terre de feu. La plupart des pays sont connus par une ethnie, un roi ou une civilisation. Mais l'Azerbaïdjan porte un nom très différent, le pays du feu. Ce n'est pas une légende. Dans ce pays, il existe des endroits où le feu peut jaillir directement du sol. Pas besoin de bois, pas besoin de charbon, ni même de quelqu'un pour allumer le feu. Ce qui est étrange, c'est que ce phénomène ne se produit pas qu'une seule fois. Depuis des siècles, les habitants de cette région sont habitués à voir des flammes brûler silencieusement au milieu de la nature, comme si la terre elle-même était en train de respirer. La preuve la plus célèbre est Yanardağ, la montagne connue dans le monde entier sous le nom de montagne de feu. Sur le flanc de cette montagne, des bandes de feu s'étendent sur des dizaines de mètres et continuent de brûler jour et nuit. Les fortes pluies ne peuvent pas les éteindre, la neige ne peut pas les recouvrir. Il y a beaucoup de débats sur le fait que le feu brûle sans interruption depuis des milliers d'années, ou qu'il n'est apparu qu'au milieu du XXe siècle après qu'un berger ait accidentellement mis le feu. Mais une chose n'a jamais changé. C'est qu'en dessous de cette couche de terre et de roches, il existe toujours des gisements de gaz naturel qui s'échappent inlassablement du sol. L'Azerbaïdjan possède l'une des plus grandes réserves de pétrole et de gaz de la région. À de nombreux endroits, le méthane s'échappe continuellement par des fissures de la croûte terrestre. Il suffit qu'il rencontre une source de chaleur appropriée pour s'enflammer et être alimenté par le gaz en dessous. C'est aussi la raison pour laquelle Yanardağ est l'un des très rares endroits au monde où la nature semble ne jamais cesser de brûler. Mais, pour les humains d'il y a plus de 2000 ans, ce phénomène étrange n'était pas simplement un phénomène géologique, c'était un signe divin. Lorsque des caravanes de marchands parcouraient la route de la soie et découvraient des flammes s'auto-allumant dans la nature, ils répandaient cette histoire à travers la Perse, l'Asie centrale et jusqu'en Inde. Pour beaucoup à cette époque, une terre où le feu pouvait apparaître de lui-même ne pouvait être qu'un lieu de pouvoir surnaturel. Cette croyance
a poussé des adeptes du zoroastrisme à parcourir des milliers de kilomètres pour faire pèlerinage en Azerbaïdjan. Ils ont construit le temple d'Ateshga, juste au-dessus des gisements de gaz naturel, afin que le feu puisse brûler continuellement à travers les générations. Pour eux, le feu symbolise la vie, la pureté et la vérité. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire n'est pas encore terminée. Le feu qui a donné naissance à la foi de l'Azerbaïdjan continue aujourd'hui de façonner l'identité de ce pays. À l'horizon de Bakou, 3 tours de flammes s'élèvent haut, rappelant le passé. Elles ne sont pas seulement le symbole d'un Azerbaïdjan moderne, mais évoquent également les flammes qui ont brûlé du cœur de la terre. Il y a des milliers d'années et ont conduit le monde entier à appeler cet endroit le pays du Ur. Bien que ce soit un pays musulman ouvert, avec une économie commerciale en plein essor, et une culture qui fusionne de nombreuses civilisations avec une histoire ancienne. Ce pays a aussi des facettes cachées qui surprennent beaucoup de Hens. Numéro 9. À l'extérieur éclatant, à l'intérieur épuisé. Que se passerait-il si vous viviez dans un pays où le loyer d'un appartement est plus élevé que votre salaire mensuel? Cela peut sembler incroyable, mais pour de nombreux Azerbaïdjanais, c'est une réalité quotidienne. C'est l'un des pays les plus riches en pétrole de la région du Caucase. Cet or noir a transformé l'Azerbaïdjan en l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région. Dès que vous mettez les pieds dans la capitale Bakou, vous serez frappé par les tours de verre modernes, les larges boulevards et les Mercedes G-Wagon ou Range Rover qui défilent dans les rues. Tout indique un pays prospère qui s'affirme avec force. Mais il suffit de conduire 1 heure en dehors du centre de Bakou pour découvrir un Azerbaïdjan complètement différent. Dans de nombreuses zones rurales, la vie tourne encore autour des champs et des petites fermes. De nombreuses familles vivent principalement de l'agriculture avec des revenus modestes. Les systèmes d'eau potable, de chauffage et d'infrastructures restent très limités. Alors que les SUV de luxe envahissent les boulevards de la capitale dans de nombreux villages, les vieilles Lada de l'époque soviétique demeurent le moyen de transport habituel des habitants. Ces deux mondes coexistent, séparés par quelques dizaines de kilomètres. Et cet écart se manifeste le plus clairement lorsque l'on examine les salaires des travailleurs. Le salaire moyen en Azerbaïdjan oscille généralement entre 400 et 1000 manas par mois. En fait, de nombreux jeunes travailleurs qui travaillent 9 heures par jour ne perçoivent qu'environ 400 manas. Pendant ce temps, le loyer d'un appartement à Bakou peut atteindre entre 800 et 1500 manas par mois. Cela signifie que même en travaillant à temps plein, beaucoup de gens n'ont pas assez d'argent pour louer un appartement dans la même ville où ils gagnent leur vie. Alors que faire quand un emploi ne suffit pas à subvenir à ses besoins? Pour des dizaines de milliers d'hommes azerbaïdjanais, la réponse est de quitter leur pays. Chaque année, beaucoup d'entre eux partent en Russie, en Turquie ou en Iran pour travailler comme ouvriers du bâtiment docker ou dans des emplois peu qualifiés, envoyant de l'argent à leur famille. Dans de nombreux villages, il est devenu courant de voir des femmes, des enfants et des grands-parents vivre ensemble, tandis que le chef de famille travaille dans un autre pays. Mais même ceux qui décident de rester n'ont pas une vie plus facile. Beaucoup travaillent dans des cafés, des magasins ou conduisent des taxis jusqu'à tard dans la nuit. Leurs revenus dépendent fortement du nombre de touristes, en particulier ceux venant des pays arabes. Cela crée un paradoxe très caractéristique de l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui. Le pétrole a apporté la prospérité à l'économie et a transformé le visage du pays. Mais pour de nombreux citoyens ordinaires, la lutte pour gagner suffisamment d'argent pour vivre au quotidien n'a jamais pris fin. Non seulement la vie est difficile, mais le mariage n'est pas non plus une mince affaire. Numéro 10. Derrière les mariages extravagants de l'Azerbaïdjan, bien que ce soit un pays laïque, avec un système juridique relativement ouvert, le mariage, dans de nombreuses familles, n'est pas simplement une affaire entre deux personnes. C'est aussi l'honneur de la lignée, les attentes des parents et des normes qui ont été préservées à travers de nombreuses générations. Pour de nombreuses jeunes femmes, atteindre l'âge de 23 à 25 ans sans être mariées entraîne une augmentation des questions de la part des proches, des voisins ou des membres de la famille. Quand te maries-tu? As-tu quelqu'un? Es-tu trop difficile? Ces pressions font que de nombreux mariages aujourd'hui, bien qu'ils ne soient plus entièrement choisis par les parents, sont encore fortement influencés par la famille.
Avant qu'une relation ne soit acceptée, les deux parties prennent souvent en compte la situation familiale, le niveau d'éducation, la profession et la réputation de l'autre. Cela explique également pourquoi, pour un certain nombre de personnes, un mariage considéré comme stable est parfois privilégié par rapport au désir personnel. Mais le mariage n'est que le point de départ. La vie après la porte du mariage représente un défi bien plus grand. Dans de nombreuses familles traditionnelles, la mariée emménage avec la famille du mari. Cela signifie que ses journées ne tournent pas seulement autour de son époux, mais aussi autour du processus d'adaptation, aux habitudes, aux règles et aux attentes d'une nouvelle famille. Dans de nombreux foyers, la belle-mère joue encore un rôle important dans l'organisation de la vie quotidienne et la transmission des normes familiales à la belle-fille. Pour certaines personnes, cela n'est qu'une simple continuité de la tradition. Mais pour d'autres, cette intégration n'est pas toujours facile. Il est particulièrement notable que ces pressions sont rarement exprimées à l'extérieur. Dans de nombreuses familles, les conflits conjugaux sont souvent gardés derrière des portes closes, car partagés avec des personnes extérieures est parfois perçu comme une atteinte à l'honneur des deux familles. Ainsi, beaucoup de gens continuent à se présenter à la société avec l'image d'une famille heureuse, tandis que les difficultés restent confinées à leur propre foyer. Numéro 11. Les règles que personne ne vous dit sur l'Azerbaïdjan. La plupart des visiteurs réalisent rapidement une chose très étrange en Azerbaïdjan. Ce ne sont pas les bâtiments modernes ou les larges boulevards, mais plutôt la sensation que tout semble fonctionner selon un ensemble de règles invisibles que personne n'a besoin de mentionner. Se déplacer ici est beaucoup plus facile que beaucoup ne le pensent. Pour environ 2 manas, soit moins de 20 cents américains, vous pouvez utiliser le bus ou le métro pour parcourir presque toute la ville. Même le tarif des taxis de l'aéroport au centre-ville n'est pas fixe. Si le chauffeur annonce un prix d'environ 30 manas, la plupart des habitants négocieront pour le faire descendre à environ 25 manas avant de monter dans le véhicule. Cependant, une fois que vous êtes dans le flux de la circulation, vous remarquerez rapidement une atmosphère complètement différente. Les conducteurs à Bakou sont réputés pour conduire de manière assez agressive. Les klaxons retentissent en continu et les piétons ne sont pas toujours prioritaires au passage piéton sans feu de signalisation. Si vous louez une voiture pour explorer les banlieues, n'oubliez pas une règle simple. Ne roulez pas lentement dans la voie de gauche sur l'autoroute. Sinon, la police pourrait rapidement vous demander de vous arrêter. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette agressivité ne signifie pas du tout le chaos. Il suffit de s'asseoir dans le métro ou dans un bus pour remarquer une autre règle. Lorsque des femmes montent à bord, de nombreux hommes se lèvent presque immédiatement pour céder leur place sans qu'on leur demande. Lors de rendez-vous, il est tout à fait normal que l'homme prenne l'initiative de payer. Même les gestes les plus petits reflètent la façon dont cette société fonctionne. Dans de nombreux pays occidentaux, métatal, sourire à un inconnu est une politesse. Mais en Azerbaïdjan, cela peut parfois être perçu comme déroutant. Les habitants souriant généralement seulement lorsqu'ils ont établi une relation ou qu'ils ont une raison claire de commencer une conversation. La propreté est également une règle presque tacite. Jeter des déchets ou simplement faire tomber un mégot de cigarette sur la route est considéré comme un acte de manque de respect envers l'espace commun. Ce ne sont pas des règles répétées par des panneaux d'avertissement. Elles existent comme une partie de la conscience collective et de la fierté pour la ville. C'est peut-être aussi à cause de ces règles invisibles que l'Azerbaïdjan est toujours considéré comme l'un des pays les plus sûrs de la région. Le taux de criminalité est relativement bas. La police est souvent présente dans les rues et même les femmes peuvent marcher seules la nuit dans de nombreux quartiers sans trop s'inquiéter. Mais comme dans toute société, il existe une ligne que presque personne ne souhaite que vous franchissiez. S'il y a un sujet à éviter dans toute conversation, c'est bien l'Arménie. Des décennies de tensions entre les deux pays ont laissé des souvenirs très profonds dans l'esprit des habitants. Par conséquent, évoquer ce sujet en particulier pour exprimer un soutien à l'autre camp peut changer l'atmosphère en quelques secondes. Et c'est aussi un dernier appel pour tout visiteur. Évitez de photographier les bâtiments gouvernementaux, les zones surveillées par des forces de sécurité ou d'utiliser un drone sans autorisation. Car en Azerbaïdjan, il existe des règles non écrites, mais tout le monde comprend qu'il vaut mieux ne pas les transgresser.
Numéro 12. L'un des pays les plus faciles à vivre de la région du Caucase. Si l'on regarde les bâtiments modernes ou les avenues luxueuses de Bakou, beaucoup penseront que l'Azerbaïdjan est une destination très coûteuse. Mais en réalité, c'est presque le contraire. Comparé à la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, le coût du voyage en Azerbaïdjan est bien plus abordable. La monnaie officielle de ce pays est le mana. $1 américain s'échange contre environ 1,7 manat, tandis qu'un euro équivaut à environ 2 manats. Et après seulement quelques heures ici, vous commencerez à ressentir la valeur de chaque centime que vous avez apporté. Dès votre arrivée à l'aéroport, l'entrée dans le pays est assez simple. Les touristes peuvent demander un visa électronique aux bornes automatiques pour un coût d'environ 20 €, ce qui ne prend que quelques minutes à finaliser. Mais ce qui surprend le plus de nombreuses personnes, c'est le transport. Un trajet en métro ou en bus ne coûte qu'environ 10 à 800 américains, si peu que beaucoup de gens n'hésitent même pas avant de monter. Même la carte de transport en commun ne coûte qu'environ 2 manas. Si vous souhaitez prendre un taxi du centre de Bakou à l'aéroport, un trajet d'environ 25 km coûte généralement environ 30 manats. Mais de nombreux chauffeurs sont prêts à descendre à environ 25 manas si vous négociez. Et si vous préférez explorer par vous-même les montagnes ou les vieilles villes en dehors de la capitale, il vous suffit d'environ $30 américains par jour pour louer une voiture. Et avec des coûts de transport aussi bas, les dépenses alimentaires surprennent encore plus les voyageurs. Un petit déjeuner ordinaire coûte seulement environ 5 à 6 $ américains. Un koutab, cette célèbre galette traditionnelle d'Azerbaïdjan, accompagnée d'une boisson, ne coûte qu'environ 8 manats. Si vous souhaitez déguster un dolma dans un restaurant bien situé au centre de Bakou, le coût est d'environ 21 manats. Même un repas complet, avec 4 plats principaux, pour 2 personnes dans des restaurants traditionnels, avec musique live, ne coûte qu'environ 70 manats. Même les petites dépenses quotidiennes sont assez agréables. Un café latte coûte environ 6 manats. Une bouteille d'eau, seulement environ demi-manat. Et le billet d'entrée pour le palais des Shirvanshahs, l'un des sites les plus célèbres du pays, ne coûte qu'environ 15 manats. Cependant, il y a un coût que beaucoup ne soupçonnent pas. Le prix des chambres d'hôtel en plein centre de Bakou peut parfois être aussi bas que $30 américains par nuit, bien en dessous de ce que l'on pourrait attendre d'une ville au look moderne. Mais ce prix attractif peut parfois s'accompagner d'une autre surprise. De nombreux hôtels, bon marché, se trouvent en réalité dans de vieux immeubles d'appartements datant de l'époque soviétique à des étages élevés et sans ascenseur. Ainsi, avant de réserver, de nombreux voyageurs expérimentés vérifient attentivement les images de l'extérieur du bâtiment plutôt que de se concentrer uniquement sur l'intérieur de la chambre. Et ce qui est intéressant, c'est que même lors de votre vol vers l'Azerbaïdjan, vous pouvez économiser un peu plus. Si vous voyagez avec la compagnie aérienne nationale, même le tarif économique le moins cher inclut un repas chaud gratuit avec un plat principal et un dessert, une pratique de plus en plus rare chez de nombreuses compagnies aériennes aujourd'hui. Mais des coûts raisonnables ne sont qu'une partie de l'expérience. Ce qui rend l'Azerbaïdjan unique, ce n'est pas combien d'argent vous économisez, mais la sensation que chaque dépense vous rapproche d'une culture qui existe depuis des milliers d'années. Et nulle part, cela ne se manifeste mieux que sur la table des Azerbaïdjanais. Et c'est l'Azerbaïdjan, une terre où le feu brûle depuis des milliers d'années, où l'Orient et l'Occident se rencontrent, et où le passé est toujours présent dans chaque rue du présent. Si vous avez trouvé ce voyage d'aujourd'hui intéressant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines explorations avec terre d'origine. Merci de votre compagnie, et à bientôt pour de nouvelles aventures.